Nane Yankopon kwa mi abo so bo asase Nane Yankopon kwa mi abo nkwa bo owo within the Yehowa wonyame mu Yankopon totobo nso bo ade woni Awurade obunkuni twedi ampon yo odoma nkoma Nane Yankopon kwa mi asase wura ogumi nyame e no gura yensukom wonyame nyame e nya wa ne amen amonso mo we nyame e uto nsuo na abo awia wacha so nyame woni ma epem ye eja do no epem o da sibre ye papa do no epem o Nane Yankopon ye woni ma epem o ye eja do no epem o da sibre Nane nyame o ya de ye Awurade wacha so nyame e woni ma epem o Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre Université virtuelle panafricaniste TV. Mon nom est Amadouba, ravi de vous retrouver, toujours dans le cadre de notre formation sur l'histoire de l'Afrique, notamment pré-coloniale, afin de permettre au maximum donc d'être informé sur l'histoire de l'Afrique, son passé, afin de mieux comprendre encore l'Afrique présente actuelle et mieux s'impliquer dans l'Afrique qui se dessine devant nous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Empire Ashanti, qui était un royaume, mais est devenu empire entre 1701 et 1902. Quand il est devenu empire, il a donc concerné une zone d'influence comprise notamment entre le Ghana actuel, donc la République du Ghana, une partie de la Côte d'Ivoire, le sud du Burkina Faso et une partie du Togo actuel. Donc c'est important également de comprendre comment a été façonné notre espace africain précolonial. Et aussi de savoir que l'histoire de l'Afrique est largement donc liée à l'histoire du monde et de son influence à travers ses empires, ses royaumes et tout ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, la colonisation, les États modernes, etc. Donc sans remonter à l'histoire de l'Antiquité, on peut quand même dire que depuis le temps des grands empires, notamment les empires du Mali, du Ghana, du Songhay, jusqu'aux États, aux royautés et aux empires de transition entre notamment les 17e et 19e siècle et surtout les empires éphémères du 19e siècle comme celui de Samori ou bien de El Hadj Omar qui ont été les tout derniers avant la colonisation. Quand même l'histoire de l'Afrique est présente. Il y a des sources nombreuses et multiples qui nous permettent de la comprendre, de l'étudier, notamment des sources orales, l'archéologie, les sources africaines, les explorateurs européens, etc. etc. Donc c'est le cas de l'Empire Ashanti que nous allons aborder aujourd'hui. Et afin donc de mieux comprendre cet empire, il est important d'abord de rappeler ses origines. Une fois cela fait, ça nous permettra de mieux saisir que c'est une histoire quand même ancienne, même si l'empire est un peu récent comparé aux autres grands empires, et que malgré cela également, on a une certaine continuité, un certain lien entre cet empire et aussi d'autres royautés ou empires africains. Il est fondé donc par un groupe qui s'appelle les Ashanti, un des membres du grand groupe Akan, qui est une communauté donc qui parle la langue Tiwi et habite les terres pastorales du nord du Ghana moderne et de la Côte d'Ivoire aussi, mais qui progressivement va aller vers la zone forestière à cause de la poussée de certains peuples du Sahel et de la savane avec l'éclatement des empires Mali, Ghana, Songhay. On parle de la poussée des Peuls, des Mandés ou même des Hausa dans la région. Donc son origine est liée à cela, à ce changement aussi qui est intervenu dans l'histoire africaine avec l'éclatement des premiers grands empires médiévaux.
Il est donc devenu nécessaire, il était devenu nécessaire pour le peuple akan de quitter son territoire et de progressivement aller vers la forêt, s'installer en petits groupes qu'on appelle très souvent tribus. J'aime pas ce mot, mais je le mets toujours entre guillemets dans la forêt. Donc, ces petits groupes donc vont être rejoints progressivement par d'autres et le nombre va progressivement s'intensifier. Les premières migrations commenceraient vers le 11e, 12e siècle, s'intensifie au 13e, mais ces migrations avaient trouvé des populations autochtones présentes dans la région forestière depuis pratiquement le néolithique, même si ces peuples n'avaient pas mis en place des institutions, des royautés et tout, c'était des peuples quand même qui étaient là. La zone forestière de cette région n'a pas été une zone vierge, inhabitée. Les Akans ne sont pas les premiers à habiter ces territoires-là. Il y avait des peuples autochtones d'après les études et les fouilles archéologiques. Mais c'est avec les peuples Akans qu'on va voir l'émergence des premières royautés et surtout la construction d'un empire pratiquement forestier qui regroupe un très vaste espace, comme j'ai dit, qui concerne aujourd'hui 55% de l'actuel Ghana, pratiquement une bonne partie de la Côte d'Ivoire, allant de la région du Bondoukou jusqu'à la région de Grand Bassam, et tout ça le sud du Burkina Faso à la frontière de l'ancien royaume de Dagomba, mais aussi touchant une bonne partie de l'actuel Togo, pratiquement jusqu'à la ville de Lomé. Donc vous voyez, c'était vraiment un vaste espace qui est devenu empire uniquement à cause de la prédominance et de l'expansion du peuple qu'on appelle les Ashanti, qui est un des multiples groupes du peuple Akan, comme je vais le préciser plus tard. Donc, une fois établis dans la forêt, ces groupes qui étaient difficiles donc à battre tout simplement, pour des raisons très simples, parce qu'une fois dans la forêt, la poussée, les gens qui voulaient faire l'expansion musulmane, notamment après, avec l'islamisation de cette région de l'Afrique, très souvent ils utilisaient des chevaux, mais les chevaux ne peuvent pas rentrer dans la forêt parce qu'il y avait une mouche qui les piquait et qui les tuait aussi, qu'on appelle la mouche zézé. Okay? Autre chose aussi, la forêt est très touffue. C'est pas facile de mener des combats et des guerres. Donc une fois arrivés dans ces régions forestières, les peuples Akans se sentaient en sécurité. Et progressivement, ils vont se constituer et sur la longue période construire des royaumes et des empires. Et c'est un grand empire Ashanti dont nous allons parler. Mais aussi, qui ne comptait pas que les Ashanti, il y avait, comme je dis, les Fanti, les Ga et d'autres encore groupes. Mais les groupes les plus déterminants, les plus connus, c'est donc les Ashanti qui occupaient la partie nord de la forêt. Et ensuite, les Fanti, qui ont un groupe ethnique très connu aujourd'hui au Ghana, qui occupe la région sud forestière, notamment aujourd'hui dans les environs d'Accra. La ville d'Accra même fait partie de la zone des Fanti, alors que la ville de Koumassi, c'est la région vraiment des Ashanti. Le nom Ashanti, lui, est dérivé d'une partie substantielle de leur régime alimentaire sous le nom de Shan. C'est une plante de la forêt qu'ils utilisaient aussi pour se nourrir, notamment en cas de pénurie. Donc, d'après certaines sources, le nom Ashanti serait tiré de ça. Mais on ne peut pas le confirmer ici. Mais les grands historiens le soutiennent. Toutefois, on sait vraiment peu de choses sur les raisons qui ont poussé les peuples Ashanti et les peuples Fanti à se séparer. Au début, ils faisaient partie d'un même groupe, ils ont exilé tous dans la forêt progressivement, mais à un moment, ils se sont séparés. Mais on peut quand même supposer qu'il s'agit d'un problème de leadership et que finalement, ce problème de leadership a conduit à la dissolution de ce grand groupe Akan et qui s'est fracturé en plusieurs entités distinctes, donc plus petites, les unes qui vont dominer les autres, mais les plus forts seront sans doute les Fanti et les Ashanti aussi. Comme pour tout groupe politique aussi, le nombre d'Ashanti va connaître une croissance au fur et à mesure que ce groupe acquiert une puissance et va se développer.
Et c'est cela donc qui va les conduire à s'installer progressivement dans cette partie du Ghana actuel, qu'on va appeler Gold Coast, mais avant le Gold Coast qui s'appelait Costa de Mina, par exemple, c'est durant la présence portugaise, mais qui étaient des régions donc Akan, tout simplement. Cette décision allait aussi leur permettre de s'établir dans des régions qui sont connues pour leur richesse, notamment leur richesse en or. Et ça va être une des raisons principales qui va pousser d'ailleurs les Européens à vouloir prendre le contrôle de cette région. Mais aussi c'est une région très fertile pour l'agriculture, notamment la culture des plantes à racines comme les maniocs, le cassava et les ignames, mais aussi la noix de cola. Et une région également riche en faune et en flore. Les éléphants, les phacochères, donc d'où la richesse en ivoire. D'ailleurs, on parle de la Côte d'Ivoire, à côté de la Côte de l'Or. Côte d'Ivoire, l'actuelle Côte d'Ivoire, la Côte de l'Or, qui deviendra le Ghana avec une Nkrumah, mais que les Anglais avaient baptisé Côte de l'Or à cause de cette richesse en or. Donc, à cause de ces richesses en or, notamment, et en ivoire aussi, va se développer le commerce avec certains royaumes africains d'abord, les échanges qui vont se faire intra-africains, mais plus tard, à partir vers la fin du XVe siècle, notamment vers les années 1480, avec les Portugais, qui vont être suivis pratiquement 150 ans ou 150 ans après, en tout cas au XVIIe siècle, par les Hollandais, les Danois aussi, et finalement ce sont les Anglais qui vont être les derniers qui vont finalement coloniser tout simplement cette région, comme nous allons le voir également. Donc l'expansion de l'Empire Ashanti a permis véritablement à ce peuple de prendre le dessus. Et ça va être à partir du XVIIIe siècle. Jusque-là, le peuple dominateur, c'était le peuple qu'on appelle les Denkira, qui avaient fondé leur richesse sur le commerce de l'or et puis avaient créé une certaine puissance aussi et dominé les autres peuples. Mais à partir de 1702, les Ashanti vont reprendre le dessus. Cette domination est parfois une domination de diplomatie. En fait, le fait d'avoir réussi à convaincre d'autres groupes Akan de s'allier pour vaincre les Denkira, mais aussi elle est due à la position géographique occupée les Ashanti qui finalement commençaient à nouer des contacts avec les Européens, à faire des échanges aussi pour obtenir des armes à feu et les utiliser contre les Denkira, finalement qu'ils vont vaincre. Et c'est comme ça que vers 1702, ils vont réussir à constituer le noyau de l'Empire Ashanti. Ça, c'est vraiment important qui va se développer plus tard. Cependant, avant de pouvoir comprendre les relations tissées entre eux, il est d'abord important de comprendre l'histoire, surtout du père fondateur de cet empire-là qu'on appelle Osei Tutu, qui avait réussi, comme je l'ai dit, à créer cette coalition à partir donc du début du 18, vers la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, pour mettre fin à la prédominance des Denkira et reprendre le contrôle du commerce de l'or. Les Denkira, aux autres aussi, avaient commencé à pratiquer un peu le commerce de l'esclave, donc n'étaient pas très appréciés par certains peuples. Et c'est vraiment en raison de la demande et de la montée de la puissance de ce peuple d'Enkira et de son roi qui s'appelait Intim Gaikari, que de nombreux États étaient devenus vraiment mécontents de l'hégémonie des Denkira et donc naturellement vont répondre à l'appel de Osei Tutu et de faire cette coalition-là. Et ça c'est dit aussi selon les sources européennes de l'époque. Donc pendant cette période, les Portugais sont chassés, mais les Hollandais ont repris le contrôle. Et ce sont les Hollandais qui nous informent et qui nous disent qu'il y a eu bien sûr une coalition qui a permis de mettre fin à la domination des Denkira. Et ces petits États, qu'ils appellent les États mineurs, se sont regroupés en une grande coalition Ashanti et ont pris le dessus et ont constitué donc la coalition Ashanti. Et vraiment, il mentionne aussi le nom de celui qui a été à l'origine de cela, c'est bien sûr Osei Tutu.
Cette coalition a également connu donc sous le nom local de Kouaman, K-W-A-M-A-M-A-N, Kouaman. C'est cette coalition qui va mener la guerre contre les Denkeri et qui vont donc réussir à tuer le roi que j'ai déjà cité, qui s'appelle Ntim Keikari, dans une célèbre bataille qu'ils mentionnent également dans leurs sources, que nous avons aussi dans les sources des historiens du Ghana actuel ou de la tradition orale, la fameuse bataille de Feyissaye, F-E-Y-I-A-S-E, et qui a provoqué donc la disparition et la fuite des forces du peuple d'Enkira. Et là donc le début vraiment de l'expansion de l'Empire Ashanti. Et qui est donc ce Osei Tutu qui a pu coaliser le peuple et renverser cette prédominance d'Enkira. Osei Tutu, c'est le premier roi naturellement de l'Empire, mais pas du royaume, parce que le royaume, comme je l'ai dit, Ashanti existait très longtemps, depuis pratiquement le XIIIe siècle, mais il n'était pas encore un empire. Ne pas confondre roi et empire. Un empire, c'est quand uniquement il concerne un peuple bien précis, l'Ashanti, mais il devient empire quand il va annexer plusieurs autres groupes de langues différentes, de cultures différentes, et qu'ils vont mettre des gouverneurs pour représenter et agir au nom de l'Empire Ashanti. Donc ça, c'est vraiment une période bien précise entre 1701 et 1902, pratiquement 200 ans que l'Empire a duré, alors que le royaume il avait duré beaucoup plus longtemps que ça. Donc Osei Tutu, il règne pendant une période de 17 ans, 1701 à 1717. Sous son règne, de nombreuses réalisations et des réformes ont été apportées. Une fois donc qu'il a réussi à vaincre le grand pouvoir qui était là, il va s'appuyer sur les institutions politiques traditionnelles du peuple Akan, qui est un vieux peuple originaire d'un peuple d'Afrique, qui a une histoire très très longue avec des migrations. Donc ce qui a permis de faire de l'Empire Ashanti l'un des plus redoutables de l'histoire de l'Afrique précoloniale, en tout cas de ce tournant du XVIIe jusqu'à l'arrivée vraiment des Européens qui ont conquis l'Afrique à la fin du XIXe siècle. Et l'une des réformes les plus notables sous Osei Tutu, on l'appelle Osei Tutu premier, puisqu'il y en aura un autre Osei Tutu après, c'est vraiment la vaste réorganisation militaire qui va finalement être la force de Ashanti pour conquérir. Et cette réorganisation, elle a pu être bénéfique pour deux raisons. D'abord, c'est une coalition d'autres peuples et que chaque peuple apporte ses techniques et ses connaissances militaires, mais aussi le fait qu'ils ont réussi à faire des échanges fructueux avec les Hollandais et plus tard avec les Anglais pour acquérir des armes beaucoup plus sophistiquées que ne disposaient pas les autres groupes africains, en tout cas les voisins, leurs voisins. Donc, alors que traditionnellement l'armée s'appuyait sur par exemple des arcs, des lances ou d'autres instruments locaux, là Osei Tutu avec ses réformes a permis d'introduire de nouvelles techniques de guerre, mais aussi véritablement des armes à feu, de la poudre à canon, même si ce n'était pas en énorme quantité, mais quand même les autres n'en avaient pas, et donc parfois même de l'artillerie, ça va faire sa puissance. Et une autre réforme aussi, parmi les plus importantes, a eu lieu avec la centralisation du pouvoir. Finalement, il va créer une forte centralisation, et cette centralisation va se concrétiser avec l'établissement de ce qu'on appelle le tabouret d'or. C'est une sorte de trône du peuple Akan. D'ailleurs, encore, le tabouret d'or existe, les rois, ils l'ont, c'est un des héritages de l'Empire Akan. Osei Tutu fut capable de consolider les États, les royaumes, pour en faire un empire, pour créer donc vraiment un État très puissant qui fonctionnait sous forme de confédération ou parfois même de fédération. Et nous le verrons encore plus en détail plus tard dans cette entrevue, dans cette émission. En conséquence donc, les Ashanti ont pu devenir véritablement l'empire le plus rayonnant de cette partie de l'Afrique. Afin de consolider donc leur prédominance, Osei Tutu a créé ce tabouret qui est aussi une sorte de symbole d'unité de son peuple. D'autant plus que ce tabouret serait
un don de Dieu initié par un prêtre, un guide spirituel du nom de Okomfo Anokoye. C'est vraiment ce tabouret qui symbolise l'esprit même, l'esprit des peuples Ashanti. Bien que les véritables origines de ce trône soient quand même inconnues, parce qu'on le relève à une certaine spiritualité qu'il aurait tombé du ciel, et puis que Okomfo Anokoye l'a donné au roi Osei Tutu, mais c'est pas facile à confirmer, peut-être que c'est une mythologie aussi. En tout cas, ce qui est sûr, on pense que traditionnellement, il a été créé lors de la coalition Kwaman avec la guerre contre les Denkira. On dit aussi qu'il fut évoqué par Anokoye, qui était donc ce grand prêtre et qui descendit du ciel vers Osei Tutu pour le reconnaître comme le véritable chef spirituel du peuple. Le véritable chef, Anokoye étant le chef spirituel, mais Osei Tutu étant le chef politique. Donc il y avait deux chefs, un spirituel, l'autre politique. Cet objet est devenu vénéré dans la culture Ashanti et constitue donc aujourd'hui une grande partie de la culture ghanéenne, tout simplement parce que le peuple Ashanti quand même pense est devenu majoritaire au Ghana et pratiquement le plus puissant aujourd'hui. Le tabouret réside actuellement au palais royal Ashanti à Kumasi. Kumasi était devenue la deuxième ville. La capitale du Ghana, c'est Accra, mais on sait que Accra a eu sa prépondérance par sa position sur la côte. Les capitales africaines en général, issues de la colonisation et de cette arrivée européenne, si on regarde très bien, c'est toujours des villes situées sur la côte. Et ça, c'est l'Afrique qui maintenant se tourne vers l'extérieur. Ce n'est plus l'Afrique intra-africaine où les échanges se font entre Africains, mais c'est l'Afrique extérieure où les richesses de l'Afrique vont profitent à l'extérieur. C'est encore aujourd'hui ce que nous avons, toutes nos villes, les ports, les marchandises que nous produisons, les choses que nous mangeons. Ce n'est plus cette Afrique-là d'antan qui était à l'intérieur, qui favorisait les échanges entre l'Afrique. Et je pense que nous devons reconstruire cette Afrique-là si nous voulons rééquilibrer les choses, nous voulons que l'Afrique se développe. Parce que l'Afrique telle qu'elle est façonnée aujourd'hui, c'est une Afrique tournée vers l'extérieur qui profite à l'extérieur et non pas à l'Afrique. Ben, ça c'est la parenthèse, mais on peut aller avancer sur l'empire Ashanti. On dit aussi que le tabouret donc qui symbolisait la royauté à partir de Osei Tutu a été invoqué par Anokoye, qui est un grand prêtre et qui descendit du ciel. Donc, cet objet est devenu vénéré dans la culture Ashanti et constitue encore aujourd'hui une grande part de la culture du pays. Il est disponible donc à Kumasi. Alors, qu'en est-il de l'économie de l'Empire Ashanti? Parce qu'un empire ne peut pas tenir s'il n'a pas une économie assez organisée. L'économie donc est financée en grande partie par le commerce et surtout les richesses que détenait cet empire. Quelles sont ces richesses? D'abord, il a hérité de l'or qui faisait le bonheur des Denkira, mais aussi des noix de cola. On se rappelle que les réseaux de commerce Djoula Wangara qui faisaient la prospérité de l'empire du Ghana, de l'empire de Mali et même du Songé étaient connectés avec cette région forestière. Donc il y avait toute une connexion entre la région forestière de l'Afrique et les peuples du Sahel et de la savane. Et progressivement aussi, avec l'arrivée des Arabes, mais aussi des Portugais, des Hollandais, l'esclavagisation des Africains, certains groupes dominés vont être pris comme esclaves et ça également, l'Empire Ashanti va reprendre et accentuer cela. Il va être connu comme un des États les plus esclavagistes de l'Afrique et qui va fonder sa puissance sur l'esclavage en échange de l'obtention des armes à feu pour encore asseoir sa domination sur d'autres groupes africains. Donc, semblable à l'Empire du Ghana, on peut dire que la zone dans laquelle se trouvait l'Empire était vraiment riche en or, à la fois de l'or dans les mines, mais aussi de l'or fluvial sur les cours d'eau. Donc, la noix de cola, on en a parlé, l'ivoire aussi, mais aussi les ressources agricoles et le commerce d'esclaves. C'était vraiment ça, le noyau de l'économie de l'Ashanti. Et la traite transatlantique se développant, tout en affaiblissant certains peuples d'Afrique, il va faire la richesse et le bonheur des Ashanti pendant un moment, mais on va voir que ça va se retourner aussi contre les Ashanti, parce qu'une fois que l'Afrique intérieure est fatiguée, il est beaucoup plus facile de dominer l'Afrique côtière, et ça, la colonisation va le réussir facilement.
Sans trop retourner sur la présence européenne, on sait que ce sont les Portugais, ensuite les Hollandais, puis les Danois, comme je l'ai rappelé, et les Anglais qui ont occupé cette région-là. Comme l'Empire Ashanti était le plus puissant de cette région, il entretenait aussi, il avait donc la capacité d'accumuler des esclaves et de les remettre, de les vendre, enfin de les échanger avec les Européens, c'est sûr. Et la traite entre les Ashanti et les Européens a duré du 18e jusqu'à son abolition en 1833 dans l'Empire colonial britannique. Et cette abolition aussi va déstabiliser un peu le pouvoir qui était assis sur ces échanges-là. Les Ashanti vont aussi vont se voir offrir des armes qui va les aider à concrétiser cette domination. Mais il faut noter que les Ashanti aussi ne maltraitaient pas leurs esclaves, hein, parce que dans l'entendement actuel, quand on parle d'esclaves, on pense qu'ils étaient maltraités une fois. C'est vrai qu'ils étaient capturés, parfois ils travaillaient pour le roi avant d'être aussi échangés. Mais la déshumanisation des esclaves telle qu'il existe dans le monde occidental européen, par exemple, en faire une propriété, parfois même enlever la vie, c'était un tabou en fait culturel de les maltraiter, hein. Même si encore une fois de plus on n'est pas là pour défendre l'esclavage africain, c'est pas juste aussi de vendre des gens pour avoir des armes, etc., ou de contribuer en commerce. De toutes les façons, ça a été introduit par les Européens et ça existe. Et aujourd'hui, comme le néocolonialisme, nous avons des présidents, des dirigeants africains qui bradent nos ressources, qui les donnent à des puissants, alors que les Africains sont en train de mourir, manque d'électricité, manque d'eau, manque de vie. C'est exactement le même système, c'est ça qui existe. Si on peut comprendre que les Africains, encore aujourd'hui, en 2023, bradent nos pétroles, nos gaz, nos ressources, n'investissent pas sur la jeunesse, ne contribuent pas au développement de l'Afrique, sont là pour leur strict intérêt et sont prêts à s'allier avec l'extérieur contre les intérêts de l'Afrique. Je pense qu'il n'est pas difficile de comprendre que des Africains aussi, pour avoir des armes, pour asseoir leur pouvoir, ont coalisé, ont collaboré avec des puissances occidentales et puis ont contribué à donner des esclaves qui étaient pris pendant des guerres, qui ne sont pas de leur groupe. Et voilà comment l'esclavage progressivement s'est développé sur la côte transatlantique et qui va renforcer l'esclavage transsaharien qui existait avant. Donc c'est ça, ce sont ces logiques-là qui permettent de comprendre ce qui est arrivé à l'Afrique. Et beaucoup de ces esclaves Ashanti sont allés du côté de la Jamaïque, en tout cas prises par les Ashanti, Jamaïque, dans les Caraïbes, jusqu'aux États-Unis, Brésil, un peu partout. Maintenant, qu'en est-il de leur organisation politique? Le régime politique Ashanti était divisé en 3 catégories principales dépendant de l'allégeance à l'Empire. La première catégorie était connue sous le nom de provinces, hein. Donc, les provinces étaient très liées au pouvoir central et regroupaient des territoires qui étaient vraiment fidèles à l'Empire et considérés comme les membres de l'organisation politique Ashanti. Donc ça, c'est vraiment les territoires les plus proches. Le deuxième groupe était connu sous le nom de protectorat, hein. Le protectorat qu'on nous vend avec la colonisation européenne que la France a faite en Afrique ou l'Angleterre, ces systèmes de protectorat aussi fonctionnaient dans les empires africains, notamment avec les Ashanti qui considéraient comme alliés ces protectorats bien qu'ils ne soient pas membres de l'empire, hein. Donc c'était leurs alliés, hein, tout travail avec eux. Le dernier groupe était connu sous le nom d'affluents, qui était uniquement utilisé à des fins de collecte d'impôts et de construction d'armées. Mais n'avait aucun rôle dans le processus décisionnel au sein de l'Empire Ashanti. Donc, vous voyez, c'est ça qui fait aussi cette grandeur de l'Empire, à savoir comment gérer avec des groupes différents qui n'ont pas les mêmes cultures, les mêmes civilisations, les mêmes histoires, mais tout en restant des partenaires. Le système politique Ashanti était donc centralisé et dirigé par ce qu'on appelle l'Ashantehene, donc c'est le roi, c'est comme le Mansa dans l'Empire Mali ou le Kayamagatunka dans le Ghana ou encore le Moene Tapa au Zimbabwe par exemple. Et l'Ashantehene, il est basé dans la capitale Kumasi, la ville qui servait de base aux affaires politiques intérieures, mais également c'est là où étaient rédigés les accords internationaux avec les puissances étrangères. Donc c'est la capitale actuelle, hein, ce que représente aujourd'hui Accra pour la République du Ghana.
Le gouvernement fonctionnait comme une forme de bureaucratie dans laquelle divers ministères étaient créés pour permettre à l'État de fonctionner. Et malgré l'efficacité quand même de cette bureaucratie, le pouvoir était toujours, c'est vrai, centralisé parce qu'il était couronné avec le roi, surtout qui occupe, comme je l'ai rappelé, le tabouret d'or, qui est un symbole très fort. C'est vraiment l'intouchabilité du roi qui est trop puissant. Mais malgré tout cela, il faut noter que cette centralisation du pouvoir avait ses limites. Parce qu'il y avait des mesures de sécurité qui étaient mises en place pour empêcher cette bureaucratie, pour freiner l'excès de pouvoir du roi. Donc l'Ashanti pouvait être démis du pouvoir si le peuple ne soutenait pas les décisions qu'il a prises. Vous voyez, donc ça c'est quand même un exemple d'une démocratie africaine précoloniale, d'un pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. Longtemps avant qu'on nous amène cette démocratie versus occidentale qu'on nous voit aujourd'hui, qui est d'ailleurs hypocritement appliquée. Ici, vous avez vraiment des rois qui peuvent être démis si le peuple n'est pas d'accord et que le conseil des anciens qui s'occupe de ça. C'est par souci de justice, de transparence, d'équité qu'un conseil des anciens est mis en place et pouvait destituer un roi s'il contrariait le peuple et ne se mettait pas donc du côté du peuple. Donc ça faisait partie de la force politique des Ashanti. Dans les municipalités locales, il y avait aussi un gouverneur. Donc, il y avait des gouverneurs qui représentaient. C'est comme dans les fédérations. Chaque État était aussi dirigé, mais qui était sous l'ordre de l'Ashanti-Héné. Donc, ici, on parle du Obirempon. Le Obirempon c'est vraiment la décentralisation du pouvoir. Aussi, encore aujourd'hui, qui manque dans nos États. Nous sommes dans des États très centralisés, notamment les États de l'Afrique francophone, une capitale, un président très fort, et le reste du pays n'a pas de contre-pouvoir, n'a pas de possibilité de connaître un développement. Alors qu'ici, le Obirempon s'occupait de sa province et faisait affaire avec le roi. Il était nommé, c'était un poste nominatif, choisi par l'Ashanti-Héné pour gouverner en fonction donc de sa loyauté envers l'Empire, et par conséquent il était lié d'une manière ou d'une autre à l'Ashanti-Héné. Vous voyez, il est surveillé lui aussi par des conseils des sages. Tout comme l'Ashanti-Héné, le Obirempon ne pouvait pas aller contre les intérêts du peuple, sinon il pouvait aussi lui également être démis. Donc ça c'est important à savoir. Un autre élément important, comme je l'ai signalé, c'est vraiment la force militaire sur laquelle j'ai évoqué un peu de Ashanti, en raison donc de cette fusion de diverses armées, les différents groupes armés qui sont assimilés, de nombreuses tactiques de guerre connues qui se sont révélées vraiment très très fructueuses. En plus de cela, donc, comme j'ai soulevé aussi, l'acquisition des armes à feu et d'artillerie auprès des Européens, donc signifiait clairement que les Ashanti obtenaient plus de puissance militaire que les autres États africains et devenaient ainsi les États les plus dominants et les plus performants militairement dans l'histoire de l'Afrique. Alors ces prouesses militaires ont cependant eu un coût quand même pour l'Empire, parce que ces nombreuses guerres menées contre les royaumes africains et plus tard, comme nous allons le voir, contre les Européens, va progressivement aussi affaiblir l'Empire Ashanti et précipiter vers son déclin, comme nous le verrons vers la fin. Alors, quels sont donc ces conflits? D'abord, il y a deux types de conflits. Les conflits avec les royaumes africains et aussi les conflits contre les Européens. Pour les conflits intra-africains, donc des Ashanti, c'est surtout d'abord des guerres expansionnistes contre d'autres royautés africaines de voisins. La première, par exemple, la plus connue au 19e siècle, on peut en citer beaucoup, mais la plus connue, c'est celle qui a été menée en 1806 par Osei Bonsu. Osei Bonsu, donc en Ashanti-Héné, a mené cette guerre contre le peuple Fanté, le peuple Fanté, qui était progressivement en train de devenir l'allié des Britanniques et de causer des problèmes en Ashanti. Donc, alors que la guerre véritable donc était
dû à cette crainte d'un expansionnisme Ashanti du côté des Fanti, qui vont chercher donc au-dessus de l'appui chez les Anglais. Cette guerre donc va être déclenchée par les Fanti lorsqu'ils ont refusé de remettre des fugitifs qui avaient fui l'Empire Ashanti, accusé donc de piller des tombes. Sans doute dans les tombes, il devait y avoir des richesses parce que les Ashanti mettaient aussi de l'or et toutes sortes de richesses dans les tombes. Aujourd'hui encore, je pense que quand quelqu'un est décédé dans leur culture, il amène avec lui beaucoup de choses. Je ne suis pas spécialiste de l'anthropologie, de l'ethnologie, mais les gens que je connais qui sont originaires des Akan ou des Ashanti, qui sont de la Côte d'Ivoire ou du Ghana, ici même au Canada, quand certains d'entre eux, leurs parents sont décédés, ils vont aller au pays et puis ils nous racontent comment se passent les cérémonies funéraires. Donc ça c'est important aussi pour eux. Bref, c'était une parenthèse. Il convient de noter que le manque donc de respect envers les morts était un délit passible de la peine de mort dans le système juridique Ashanti. Et donc, ce refus de livrer les accusés allait conduire finalement à l'attaque. Les Ashanti vont attaquer les Fanti, mais ces Fanti, ils étaient encouragés par les Britanniques. En fait, c'est la fameuse politique de diviser pour régner. Les Européens, quand ils arrivent, la première étape, ils vont toujours chercher à dresser les Africains les uns contre les autres. Toi, tu es mon ami, l'autre, c'est ton ennemi. Ou bien, on va faire de l'autre ton ennemi, on va te armer. C'est encore aujourd'hui la même pratique du néocolonialisme. Ils viennent dans un pays, ils utilisent l'ethnicité ou la question religieuse ou les différences régionales, la partition d'un pays. Soutiennent les gens contre les autres dans le but d'affaiblir le pays. Une fois le pays affaibli, ils vont faire ce qu'ils veulent ensuite. Et ça, c'est ça qui a été aussi fait durant la présence, avant la colonisation. Et ça, c'est ça qui a amené la colonisation et l'a rendu possible. Donc, les Africains doivent faire beaucoup attention à ce qui se passe et aux alliances qu'ils nouent envers les autres parce que l'agenda n'est pas toujours clair. Donc la guerre se termine en 1807 avec la reddition du roi Hassine au Ashanti. Donc là, les Britanniques sont réalistes, ils voient la force des Ashanti, ils se calment un peu. C'est ça qui va apporter la paix. Mais c'est une paix qui ne va pas durer parce qu'elle va durer simplement 4 ans. Et en 1811, une autre guerre est déclenchée. Cette fois-ci, donc c'est un autre État de la Confédération Ashanti. Qui s'appellent les gars qui vont faire la guerre aux Fanti. Les Ashanti vont les soutenir et rentrer dans la guerre, comme ce sont des alliés des Ashanti. Et cette affaire va se passer et puis les Ashanti également vont prendre le dessus. Ce conflit a abouti à des victoires quand même, disons un peu précoces, mais elles ont été importantes pour la suite de l'histoire. Alors, même si aussi les Ashanti ont réussi dans cette guerre-là, ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu beaucoup de succès dans certaines régions forestières. Les Fanti ont été une fois de plus soutenus par les Britanniques tout au long de ce conflit-là. Comme je dis, l'immixtion des Britanniques elle est claire. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres dans l'histoire de l'Afrique pendant cette période-là. Mais les guerres les plus importantes vont progressivement commencer. Alors, une fois que les Britanniques savent qu'avec les guerres entre Africains, les Ashanti commencent à s'affaiblir, maintenant, ils vont carrément faire la guerre aux Ashanti. Ils ont plus de courage et de force de les attaquer. Donc, comme je dis, tu détruis l'ennemi en utilisant son frère, après tu l'attaques. Et ce sont donc les guerres anglo-Ashanti qui sont une série de 5 conflits distincts. Les premières guerres, d'après les historiens, sont remportées quand même par les Ashanti, mais au cours des 4e et 5e guerres, on va voir que les Ashanti ne pourront plus tenir et vont progressivement perdre face aux Britanniques. Si on prend la 2e guerre anglo-Ashanti qui a eu lieu, qui a duré longtemps, pendant pratiquement 30 ans, et qui s'est fini par un traité, parce que les Anglais, dès qu'ils savent qu'il ne faut pas prendre le dessus, ils vont essayer de faire des traités le temps de se réarmer, de se réorganiser. Et donc ces traités les ont permis, et ça a été un piège aussi pour les Ashanti. Cette guerre donc n'a pas eu de victoire pratiquement pour personne. Et en plus, il y avait beaucoup de problèmes liés à des maladies à l'époque qui ont calmé les ardeurs des uns et des autres. Le 3e conflit anglo-ashanti, il va commencer en 1873. Là, on n'est pas vraiment loin
de la colonisation définitive de l'Afrique par les Européens. C'est à la suite de l'achat par les Britanniques des terres qui étaient aux Néerlandais, qu'ils avaient vendues aux Néerlandais, et en conséquence, l'Empire Ashanti a envahi le pays pour tenter de reconquérir le territoire qui appartenait désormais aux Britanniques. Une fois que les Britanniques ont chassé les Néerlandais, ils ont repris, mais les Ashanti n'étaient pas d'accord avec ça. Cependant, cela s'est passé auprès des Britanniques et a abouti à une guerre d'une durée d'1 an qui a abouti à la signature d'un traité, un autre traité entre les Ashantines et les Britanniques. Cette guerre est remarquable car les forces britanniques étaient sous le commandement d'un général très connu dans l'histoire coloniale britannique qui s'appelle Wolseley. Wolseley, W-O-L-S-E-L-E-Y. Lui, il est considéré vraiment comme l'un des généraux les plus titrés de l'histoire britannique. Vous voyez, c'est ce général-là qui a mené cette guerre. Il a pu s'emparer de la ville de Kumasi et a détruit à son tour le palais. Mais quand même, il n'a pas pu maintenir vraiment sa domination sur les Ashanti malgré cette prise de Kumasi. Et cela a encouragé le roi Ashanti du nom de Kofi Karikari à signer le traité de Fomena, dans lequel les Ashanti donc furent contraints de restituer une grande partie du territoire qu'ils avaient. Donc on va voir progressivement l'Empire en train de se disloquer. Puis à mesure que les Anglais commencent à gagner, ils prennent des bouts et l'Empire commence à se rétrécir. La 4e guerre anglo-ashanti, elle va commencer carrément en 1895. Là, c'est sous le roi Prempeh I, qui avait pris le pouvoir en 1893. Et c'est une guerre qui va durer en 1895. Là, on est dans le contexte vraiment de la colonisation de l'Afrique. Les Européens se sont mis d'accord, après la conférence de Berlin 1884-1885, de se partager carrément l'Afrique. Voilà, donc ils se sont mis d'accord. C'est la guerre partout en Afrique. Les Français sont dans d'autres régions, à partir du Sénégal, l'actuel Mali et tout. Les Anglais sont là, sont au Nigeria et tout. Donc c'est vraiment une guerre que les Européens mènent aux Africains, parce qu'ils ont déjà affaibli les rois, ils ont affaibli les empires, ils ont affaibli les royaumes, ils ont maintenant la supériorité militaire, d'autant plus qu'ils ont créé des corps de soldats, les fameux tirailleurs sénégalais ou bien les West African Frontier Force des Britanniques au Nigeria, sur lesquels ils appuient pour en découdre avec les Africains, contrôler carrément le continent, arriver comme des sauveurs, l'esclavage est aboli, mais en réalité c'est maintenant de prendre les ressources, de les envoyer en Europe, s'industrialiser, puis les transformer et créer un marché. On connaît donc cette histoire-là. Et les Britanniques voulaient obtenir l'or aussi. Et ils craignaient que s'ils ne parvenaient pas à le faire, il y a leurs concurrents à côté. Peut-être que les Français qui sont à côté, au Dahomey, pourraient alors étendre leur expansion et prendre tout simplement cette région-là. Donc les Anglais avaient mis le bouchée double et voulaient vraiment en finir avec les Ashanti et prendre toute cette région. Cela a finalement donc conduit les Britanniques à envoyer une force importante sur le territoire Ashanti, une force composée de gens qui sont venus de l'Empire britannique, pas seulement de l'Angleterre, mais toutes ces forces qu'ils ont mis en place. Donc ils vont les utiliser pour conquérir cette région-là et créer un protectorat, le protectorat britannique, qui va donc permettre de mieux se positionner. Enfin, la 5e guerre anglo-ashanti a commencé en 1900 et elle a duré jusqu'en 1902. Là, Prempeh, comme je dis, avait été exilé. C'était donc le 13e Ashanti, donc depuis Osei-Tutu, Prempeh était le 13e et qui est arrivé au pouvoir en 1888. Il donc a été combattu et exilé aux Seychelles, à Mahé, aux Seychelles dans l'océan Indien, donc pour briser la dynamique. Et son successeur, Eji Suhen, lui également fut exilé. Et c'est dans cette mouvance que la grand-mère de Eji Hussein, donc la fameuse dame Ya Ashantewa, devint donc la régente. Elle va beaucoup résister, bien que
considérée donc comme la dernière guerre, le dernier conflit. On va voir, elle va mener une rébellion contre les Britanniques. C'est une dame très forte, très courageuse, qui est née dans les années 1840, qui est morte en exil en 1921. On l'appelle donc la reine Téjissou dans l'empire de l'actuel Canada, dans le britannique. Elle va donc conduire cette rébellion contre les Anglais. Et la guerre est également connue sous le nom de la guerre du tabouret d'or, car le gouverneur britannique de l'époque souhaitait s'emparer cette fois-ci du tabouret et marquer son empreinte sur la domination, parce que le tabouret c'est une relique sacrée du peuple autochtone. Si tu mets la main dessus, c'est comme si maintenant tu as pris tout le pouvoir sur les Ashanti. Donc l'Empire Ashanti était vraiment l'un des plus remarquables du territoire, de ce territoire-là, et c'est grâce à sa puissance militaire et aux entités politiques organisées qu'elle a pu se développer pendant pratiquement 200 ans. Mais c'est vraiment important de noter que dans l'histoire de l'Afrique, il y avait donc des femmes très présentes qui ont participé à cette résistance-là. Et Yaa Ashantewa en fait partie. C'est elle qui a brisé vraiment, qui a mené la résistance de l'Empire Ashanti contre notamment le gouverneur général Frederick Hudson. Hudson exige qu'on lui remette le tabouret, symbole de la nation, et cette exigence va pousser les membres donc, du gouvernement qui reste à se réunir secrètement pour envisager le retour du roi. Et c'est vraiment quand les avis étaient divergents que cette dame-là, Yaa Ashantewa, décide de prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Elle va être la seule femme présente. Elle va prononcer un discours qui est traduit d'ailleurs en français, que je vais lire. Je vois que certains d'entre vous ont peur de se battre pour notre roi. Autant de Zétoutou, de Konfu Anokoye, de Poku Ware. Les chefs ne seraient pas restés assis à regarder le roi être exilé sans tirer un seul coup de feu. Aucun Européen n'aurait osé parler au chef d'Ashanti comme le gouverneur vous a parlé ce matin. C'est donc vrai que le courage d'Ashanti n'existe plus. Je ne peux pas le croire. Ça ne peut pas être vrai. Je dois vous dire ceci. Si les hommes d'Ashanti ne sont pas au front, nous, les femmes, nous le ferons. Nous, les femmes, nous le ferons. Nous nous battrons. Nous nous battrons jusqu'à ce que la dernière d'entre nous tombe sur le champ de bataille. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle décide de mener la résistance. Donc avec ces mots, Yaa Ashantewa vraiment prend la tête du mouvement de révolte de l'Empire Ashanti à partir de 1900. La rébellion donc va assiéger le fort de Kumasi où les Britanniques s'étaient réfugiés. Elle va prendre le dessus. Après plusieurs mois de siège, le gouverneur général britannique envoie encore d'autres renforts, 1400 hommes pour écraser la révolte avec des armes à feu, donc des dernières munitions que les Britanniques vont mettre à sa disposition. Le gouverneur général envoie donc ça. Et dans la bataille, Yaa Ashantewa et 15 de ses conseillers sont capturés et eux aussi ils vont être exilés, là encore, dans les Seychelles. Il faut toujours amener loin. La pratique de l'exil est très présente. Si vous suivez mes cours précédemment, notamment quand je parlais de la dame de Cabrousse, là, Aline Sitoé Diatta, elle a été exilée aussi, et d'autres également. Le 1er janvier 1902, l'Empire Ashanti devient un protectorat de la couronne britannique. Yaa Ashantewa, elle, va mourir donc aux Seychelles, à son exil en 1921, donc longtemps après. Et 3 ans plus tard, le roi Prempeh I et les membres de la cour Ashanti en exil sont autorisés à rentrer chez eux. Et Prempeh s'assure que la dépouille mortuaire de Yaa Ashantewa soit rentrée sur le sol Ashanti. Donc, bien qu'il n'ait finalement pas réussi à obtenir le siège, les Britanniques ont finalement réussi à annexer l'Empire sous la domination britannique. Après 200 ans de supériorité et de croissance militaire, le grand empire Ashanti avait enfin pris fin. C'est ainsi que s'achève l'histoire de cet empire, avec des forces et des faiblesses bien sûr, une bonne organisation politique et économique, mais qui a aussi suivi le pas sur certains autres royaumes africains en mettant en place, en acceptant
le système esclavagiste qui, même s'il a fait sa prospérité au début, a été inévitablement fatal parce qu'elle va se retourner contre lui. C'est encore une leçon que nous devons tirer. S'allier avec des forces étrangères pour brader nos ressources, tous les présidents africains actuels qui le font vont le payer cher. Et l'histoire de l'Afrique est là pour nous le prouver, pour nous le montrer. Ce néocolonialisme actuel que nous vivons n'est rien que la répétition de cette histoire que l'Afrique a connue. Et la seule chose qui pourra sauver notre continent, c'est d'agir ensemble, de s'unir et d'éviter qu'on utilise les uns contre les autres. La dernière épisode, c'est ce qui s'est passé au Niger, où la CEDEAO a voulu attaquer. Alors on utilise les Africains contre un pays africain pour l'agenda des puissances non africaines. Et c'est ça qu'ils ont fait ici, pendant ces périodes-là, qui les ont permis de coloniser l'Afrique. Et si on continue cela, l'Afrique va être recolonisée à nouveau sous différentes formes et nous resterons encore les derniers des derniers. Donc l'histoire doit nous éveiller. Nous devons tirer les leçons de notre histoire pour comprendre notre présent et préparer un avenir commun. L'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est ce que nous voyons, la dynamique Mali, Burkina, Niger, la création de l'AOS, créer des grandes fédérations, reconstituer ces empires-là, en tout cas, même si ce n'est pas 100% ces empires, mais de constituer des États unis, des sortes de fédérations, de confédérations, des forces militaires communes pour faire face et faire aussi des alliances avec des puissances sincères qui seront capables de nous aider à faire face contre l'ennemi. Parce que sinon, on ne sera jamais tranquille. L'Afrique est très riche et très convoitée. Ses ressources, comme hier, ses ressources c'était l'or, c'était l'esclavage, c'était l'ivoire. Aujourd'hui également, c'est l'uranium, c'est le pétrole, c'est le gaz. Ces ressources-là sont très convoitées. Si l'Afrique continue à faire son malin et puis qu'on dit à tel dirigeant qui est le meilleur, il est content, il est prêt à s'attaquer contre son frère ou contre sa sœur, ça va être encore la même situation. Voilà la conclusion à tirer de cette histoire de l'Empire Ashanti, qui peut être la même conclusion pour les autres empires. Hein. Alors, pour préparer cette longue émission, nous avons vraiment utilisé un certain nombre de sources et nous avons consacré aussi beaucoup de temps à cela. Mais ça vaut la peine. Nous voulons conscientiser les Africains, préparer une nouvelle jeunesse africaine, faire en sorte que les Africains comprennent leur histoire, qu'ils comprennent le présent et qu'ils participent à l'Afrique nouvelle. Nous avons lu un article intéressant écrit par un historien ghanéen qui s'appelle Adou Bohayen, Ashanti and the Fanti. Donc c'est un article qui retrace les relations pratiquement depuis le 11e siècle jusqu'au 19e siècle. Et il est publié dans Adjaye, A Thousand Years of African History, à l'université de Ibadan au Nigeria. Il y a le livre de Kevin Shellington, Encyclopedia of African History. D'Arbonne également, Ivor, et Forest and Gold, hein, donc la forêt et l'or. Essay on the Akan and the Kingdom of Ashanti. Il y a d'autres livres, hein, mais la plupart c'est des livres en anglais. Hein, c'est vraiment beaucoup d'historiens ghanéens ou bien dans le monde anglophone qui ont produit. Il y a des Britanniques, il y a des Américains aussi, et beaucoup d'Africains. Alors, il y a William Welton Claridge, A History of the Gold Coast and Ashanti from the earliest time of the commencement of the 20th century, London, 1964. Sur la guerre de Dankira, il y a un fameux article de Kaski, Dankira in the Making of the Ashanti, 1660. 7020, The Journal of African History. Donc ça c'est un article qui édifie sur la guerre contre les Dankira et l'expansion des Ashanti. Il y a un livre d'un Ghanéen qui s'appelle Kwame Arhin, The Financing of the Ashanti Expansion, 1700-1820, Africa, donc c'est une revue qui s'appelle Africa, dans son volume 37. Le même écrit encore The Structure of Greater Ashanti, 1700-1824, Journal of African History, dans son numéro 8. On a un livre de Reynolds Edward, Trade and Economic Change of the Gold Coast, 1807-1874. C'est un livre également intéressant. On a d'autres, dans David Conrad, Empire of Medieval Africa. Celui-là, il nous avait permis de comprendre encore Ghana, Mali, Songé. Il parle un peu de Ashanti. Il y a Babacar Mbaye, un Sénégalais vivant aux États-Unis, qui a écrit un remarquable article, Economic, Political and Social Impact of Ashanti Slave Trade on Africa, the European Legacy. Donc, c'est un article édificateur.
John Gottlieb, Chris Taylor, Ashanti Proverbs. Donc ça c'est la tradition orale Ashanti qui nous permet de reconstituer un peu l'histoire. Bruce Van der Voort, Wars of Imperial Conquest in Africa. Donc ça c'est toutes les guerres que les Ashanti ont faites contre les Britanniques, notamment entre 1830 et pratiquement 1902. Alan Lloyd, The Drums of Kumasi. Donc ça va permettre de comprendre aussi certaines choses sur la royauté Ashanti. Rattray, Robert, Sutherland, Ashanti and Constitutions. Voilà, il y en a beaucoup, je ne peux pas tous les citer, là ça va être long, mais c'est vraiment une histoire, moi qui me fascine, que je voulais vous partager aujourd'hui, et puis continuer à construire notre université panafricaine. Je le fais volontiers, je suis un panafricaniste engagé, et je veux que les Africains soient que leur seule force, c'est la connaissance de leur passé, la compréhension de leur présent et la construction commune de leur avenir. Et c'est ça que font les autres civilisations. L'Occident est très uni. L'Occident connaît son passé. Nous vivons en Occident. Nous connaissons ces pays. L'Occident est très solidaire. Mais l'Afrique n'est pas très solidaire, malheureusement. On utilise beaucoup d'Africains contre d'autres Africains. Les terroristes qui minent l'Afrique aujourd'hui, c'est des Africains qu'on paye. Les États africains qui se battent, les ethnies. Il y a plein de problèmes. Tout cela est dû à une chose. Manque de conscientisation, manque d'engagement, manque d'éducation, d'instruction, de niveau permettant aux Africains de comprendre les véritables enjeux. Voilà, et surtout il y a beaucoup de propagande qui empêche les gens de voir énormément de choses. Donc nous, on décide de consacrer notre temps, notre énergie et notre force à cela. Et tant que nous avons la paix, la santé, la stabilité, nous le ferons et c'est notre plaisir. Voilà, merci et on se donne rendez-vous bientôt. Peut-être qu'on va parler d'un autre empire comme l'empire Mère de Madagascar par exemple, qui fait partie aussi de l'Afrique. N'oublions pas l'Afrique des îles aussi, c'est important. Quitter un peu l'Afrique de l'Ouest, aller vers l'Afrique de l'Est, aussi, ce serait une bonne chose. Donc je vous réserve une bonne surprise bientôt, soit Madagascar ou l'empire Bouganda ou les cités Swahili, etc. Je ne sais pas, je vais voir qu'est-ce que je vais présenter. Ça va prendre un peu de temps, mais je suis toujours là pour ça. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. À la prochaine. C'était Amadou Ba, historien, chercheur, écrivain, engagé pour l'Afrique. Vous pouvez trouver mes livres L'Afrique des grands empires, disponibles sur Amazon, 7e, 17e siècle, ou d'autres livres que j'ai produits qui sont facilement visibles. Visitez aussi notre maison d'édition, les éditions AB Alkeboulan, édition AB Alkeboulan, où vous trouverez aussi nos publications, ou les autres sur Amazon. Merci, au plaisir, à la prochaine. Bye.